Qui suis-je encore? Je l'ai dit, j'en suis arrivée, quand je parle de moi, à dire que je suis l'innommée, celle qui n'a pas de nom, innommée avec 2 M, à ne pas confondre avec innominé, un seul M, dont je découvre avec jubilation le sens, la face innominée et la face cachée de l'os iliaque. Innommé, innominé, son nom est caché. Pour certains, innommable. Il y a encore quelques années, quand je devais m'identifier, je disais « je suis algérienne ». Se mettait en branle une suite de séquences dans lesquelles je prenais place avec toutes les femmes de mon pays, celles des campagnes, celles des villes. Défilaient devant chacun les maquisards, les héroïnes, les Jamila, Jamila Boupacha, dont le nom est lié pour toujours à celui de Simone de Beauvoir, les images de liesse de l'indépendance, la foule des femmes d'Alger debout, cheveux au vent pour les plus jeunes, voile blanc rabattu sur les hanches pour les autres. Toutes, le visage découvert, éclatantes de joie et de fierté, libérées du colonialisme. Les femmes algériennes, un symbole du tiers-monde, triomphant, au coude à coude avec leurs hommes. Ces images nous collaient à la peau. On nous donnait la révolution sans restriction et en conséquence le droit à la liberté pour tous et l'égalité aux femmes. Pulvériser l'image de la campagne, voilée, qui suit à pied son mari, confortablement monté sur un mulet. Oublier les 1000 représentations charriées par la scène orientaliste, turque, orientale, musulmane, juive, mauresque, arabe, sultane, odalisque, hourie de Mahomet, grisette, géorgienne, créature nonchalante, prisonnière. Une liste de dénominations retrouvées dans le catalogue du Louvre sur tableau de Delacroix. Les femmes d'Alger, dans leur appartement, et qui donne une idée du regard de l'autre sur soi. Et moi, jeune femme, avec toutes mes différences, ni l'une ni les autres, ayant définitivement échappé à ce regard, je m'inscrivais dans une idée nouvelle et généralement admise de ce qu'était ou pouvait être ou devenir une femme algérienne. Certes, il y avait bien quelques questions. Oui, je suis algérienne, non pas pied noir, arabe, comme vous dites. Non, je ne parle pas l'arabe. Oui, j'ai toujours vécu en Algérie. Oui, ma mère est espagnole. Je m'empressai d'ajouter « Je ressemble à mon père », de peur d'entendre « Ah bon ?» et de voir mon pays réduit à une affiche de l'exposition coloniale. Mais disant que, dans l'ensemble, il était aisé pour mes interlocuteurs européens de revenir sur mon terrain, me voir, me parler, m'entendre comme une femme de ce pays, et d'accepter l'idée qu'après tout, ils n'en savaient pas tout. Dorénavant, on me regarde avec suspicion. On ne m'accorde plus d'emblée la légitimité de parler en tant que femme algérienne. Sur ce que je suis s'abat une chape de plomb, une identité toute faite, emballée dans la religion. Je suis un palimpseste sur lequel les images des femmes cheveux au vent ont été effacées par celles de femmes voilées. Mon histoire est indéchiffrable.
Mes amis féministes subissent le même sort. On nous désigne désormais presque toujours comme femmes musulmanes. Ce vocable a remplacé peu à peu femme arabe, aussi rudimentaire et réducteur. Exemple, nous sommes des femmes musulmanes invitées à débattre de nos situations respectives avec des Européennes, dira ce président de séance, dans une petite ville du sud de l'Italie où se tient le énième et inutile colloque sur le dialogue culturel en Méditerranée. Il veut comparer l'incomparable, un adjectif musulmane, qui s'écrit avec un M minuscule, et renvoie à une représentation mêlant un folklore qui aurait résisté à l'histoire, et une croyance qui s'affiche à travers des mœurs violentes, à un nom, européenne, qui renvoie à une histoire. D'une part, une histoire européenne conservée à travers le temps sur chacun de ses parchemins, et d'autre part, une généalogie algérienne estompée par oblitération. Musulmans et européens, arabes et européens, eux et nous. Nous voilà engagés dans un dialogue irréalisable. Eux, portés par des siècles d'histoire, et nous, femmes et hommes algériens, maghrébins ou arabes, dépouillés de notre histoire. Eux, dans une histoire qui va dans le bon sens, et nous, dans un présent qui n'aurait pour objectif que de remonter le temps. Dans ce rapport-là, à mon corps défendant, je suis sommée de dire qui je suis. Comme tout le monde, je trimballe une identité avec ses imperfections d'usage, pour reprendre Walter Benjamin. Un vase brisé et recollé, dont il faudrait dire les courbes, les mélanges, les trous, les rugosités, en un mot décliner les histoires qui s'y sont inscrites. Qu'importe. Mes interlocuteurs, oubliant leur propre complexité, me harcèlent de questions péremptoires. Musulmane, citadine, francophone, bourgeoise, qui transforment de simples qualificatifs en redoutables déterminatifs. Puis je suis requise de dire qui je suis. Plus je rencontre de difficultés à me nommer. Il est de plus en plus clair que mes interlocuteurs européens attendent que s'exprime sous la dénomination femme algérienne, une arabe et une musulmane dont ils ont une idée bien arrêtée. Faudrait-il dorénavant être voilé pour être vu? Oubliant que ce sont eux qui sont extérieurs à mon monde, ils m'interrogent et s'interrogent sur mon extériorité à ce pays que je prétends représenter, pense-t-il, et à la manière dont ils me regardent, je sens bien qu'ils me jugent extérieur à mon monde parce que je leur ressemble. Je réalise que le dialogue que j'entretiens avec eux depuis de si longues années est basé sur des malentendus. Cela tient sans doute à la promiscuité dans laquelle nous nous trouvons, à ma connaissance de leur culture et de leur histoire. Je les connais mieux qu'ils ne me connaissent. Aussi loin que je fasse remonter mes pensées, mes engagements politiques, à commencer par le temps de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, ils ont été ma référence. L'introduction de Sartre au livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, et le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ont éclairé mon itinéraire intellectuel et politique. Sartre, Fanon, Simone de Beauvoir, et puis Gide. Ils nourrissaient ma révolte contre les conventions familiales. Ces mots étaient plus brûlants que le soleil. C'était l'été 1958. Je révisais le bac, sans lâcher très longtemps les nourritures terrestres. Par sa recherche exigeante de la vérité, il m'éveillait avant l'heure à l'importance du combat contre les églises, la religiosité et la bicoterie.
toute chose qui m'avait échappé jusque-là. J'étais plongé dans un islam bon enfant et tolérant, avec lequel ma tradition familiale avait depuis longtemps négocié pour légitimer ses appétits de modernité. Je pourrais ajouter d'autres noms, d'autres livres, dans lesquels j'aurais inventé ma vie hors des limites de ma province, enchantée mais confinée. Je terminerai par Albert Camus, Camus le français, Camus l'algérien. Nous étions en pleine guerre d'indépendance, nourris d'héroïsme et de nationalisme, et lui, contre la logique de la guerre, fut-elle de libération, essayait vainement de nous dire que si la violence est parfois nécessaire, elle n'est jamais justifiable. Après cette guerre, avait confié un vieux Kabyle à Bourdieu, personne ne pourra dire qu'il est un homme. Cette violence-là, enfouie dans notre mémoire, dont personne ne peut parler, poursuit sa route en nous comme un fleuve fait son lit. Une leçon que je médite dans les heures de découragement, lorsque défilent les victimes de toutes mes guerres d'Algérie, jusqu'à celle des années 1990. Quand nous nous battions frère contre frère, faute d'avoir un ennemi étranger pour exorciser la violence qui est en nous et justifier l'âpre course au pouvoir. Et toujours, l'image de mon jeune père assassiné, en pleine guerre de libération, par un enfant de sa ville, de ma ville, un enfant de 17 ans. On lui avait dit « Si tu veux monter au maquis, va tuer cet homme ». Ce geste terrible devait faire de lui un homme libre. Pour lui et pour moi, c'était l'inscription de la mort à la racine de l'être et de la vie. Une identité algérienne partagée entre lui et moi, entre moi et le pays libéré. Une appartenance à vie, à la vie, à la mort. Pourrais-je, même si je le voulais, être extérieur ? Cette extériorité dont il m'accable me renseigne mieux sur mes amis européens, de gauche pour la plupart, que n'importe quel discours, et me ferait sourire s'il n'en allait pas de mon humanité. Ainsi, les héritiers des Lumières reprennent à leur manière la question « Peut-on être persan ?» Leur réponse est « non ». Oubliant les bonnes manières de l'humaniste et son empathie pour le genre humain, ils sont nombreux à renier le long travail de nos prédécesseurs. Je dis non, car nous, intellectuels du Sud, féministes et défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes appropriés ce long travail de la pensée qui libéra l'homme et avons fait nôtres les idées sur l'unicité de tous les êtres humains, hommes et femmes, persans ou non, bien conscients que la remise en cause de l'utopie universaliste nous entraînerait vers une question impossible. Aujourd'hui, qui sommes-nous encore ? Pour certains de mes amis européens intellectuels de gauche pour la plupart, la réponse est claire.